Chapitre 6. Avant que l'aube ne se lève, le monde est un lieu froid et silencieux. C'est dans ce décor que je rencontre Jack au point de rendez-vous, à l'orée de la forêt. Nous sommes tous les deux vêtus de la tenue de sport, gris sombre de l'académie, mais la ressemblance s'arrête là. Moi, les traits tirés par une nuit trop courte, les yeux cernés, je lutte pour réprimer un bâillement. Jack, lui, semble frais comme un gardon, prêt à en découdre avec le monde. Je le maudis. Alors que nous commençons notre course à travers la forêt, l'obscurité est à la fois un manteau et un témoin de notre entreprise. Le sol sous mes pieds est inégal, le sentier serpente entre les arbres comme un défi sinueux qui se déploie devant moi. Dès les premiers instants, Jack impose un rythme implacable, une cadence si intense qu'elle me pousse à trébucher sans arrêt. Mes pieds ont tendance à rater leur emprise sur le sol inégal, parsemé de racines cachées et de pierres traîtresses. L'expression de Jack est froide, son regard cloué devant lui, une force silencieuse qui me tire en avant. Sa ténacité, sa fermeté à maintenir un tel rythme, me forcent à puiser dans des réserves d'énergie que je ne soupçonnais pas avoir. La forêt n'est qu'un flou d'ombre qui s'efface, le chemin tortueux sous nos pieds. Mon souffle est saccadé, mes jambes crient d'effort pour suivre le rythme. Ma poitrine se gonfle, l'air glacé cingle contre mes poumons embrasés, tandis que mes jambes hurlent en rébellion, non habituées à ce rythme incessant. À mes côtés, Jack avance d'un pas aisé et stoïque, comme si cette course éreintante n'était qu'une promenade de santé. Mais pour moi, c'est un véritable supplice. J'atteins mes limites. Assailli par la nausée, je m'arrête net, mon corps se laissant tomber contre un arbre. La première vague de malaise déferle brutalement, une brûlure intense qui me coupe le souffle. Devant, Jack s'arrête, le dos tourné, silencieux et immobile. Une fois le calvaire passé, je me redresse et oblige mes jambes à bouger de nouveau, reprenant la course avec une volonté déterminée. Je refuse d'abandonner. Je ne recule pas devant les défis, je les relève. Le chemin s'étire sans fin devant moi, ma vision se trouble, à peine capable de garder les yeux ouverts. Le temps perd son sens alors que je pousse en avant, mais finalement, l'épuisement et la contrainte me vainquent de nouveau, me forçant à tomber lourdement sur le sol de la forêt. Je m'agenouille, combattant pour me recueillir. À proximité, Jack se tient comme une ombre dessinée contre la lumière naissante de l'aube. Il n'offre aucune aide, aucun réconfort, se contentant de regarder, probablement en anticipant mes plaintes. Mais je refuse de lui accorder cette satisfaction. Lorsque je lutte pour me remettre debout, Jack reprend la course au même rythme écrasant qu'auparavant. Il n'y a aucune concession à mon inconfort, aucun relâchement. C'est une leçon cruelle sur les réalités des exigences physiques que je dois affronter. Mon corps geint en protestation. L'effort physique, bien au-delà de tout ce que je n'ai jamais expérimenté, me pousse à une limite que je ne connaissais pas. Mon souffle est éreinté, mes muscles se consument de fatigue. Le goût amer de la bile me rappelle les moments de défaillance précédents. Son indifférence face à ma souffrance, ce détachement glacial envers mes efforts, allume en moi un brasier, un mélange de ressentiment et de détermination. Je dois persévérer, me murmurai-je, chaque parole une bataille, chaque souffle un défi. Reste debout, continue, ne cède pas, je ne céderai pas. Ce mantra devient mon ancre, une bouée de sauvetage au milieu du tourment physique. À chaque pas, à chaque instant où je refuse de succomber à l'épuisement, je sens une résolution tenace croître en moi. C'est plus qu'une simple envie de relever le défi physique. C'est un défi contre la nature implacable de Jack, contre l'idée que je pourrais être juste une autre stagiaire qui n'a pas été à la hauteur. Ma haine pour son attitude indifférente me nourrit, me pousse à aller au-delà de la douleur et de l'épuisement. Alors que nous arrivons enfin à la fin de notre course, l'installation s'éveillant lentement dans la lumière du petit matin, je suis épuisé, mais non vaincu. Mon corps peut être poussé à ses limites, mais mon esprit reste indomptable. Appuyé lourdement contre le mur de la bâtisse principale pour me soutenir, j'essaie de stabiliser ma respiration. La pierre fraîche offre un petit répit à mon corps brûlant. Jack se tient devant moi, m'observant avec une expression indéchiffrable. Il ne montre aucun signe de fatigue. Au contraire, il semble aussi composé qu'au début de notre course. Je le déteste. Après un moment,
Il rompt le silence, sa voix portant le même ton intransigeant qu'auparavant. 17 heures, salle informatique, dit-il, son regard fixé sur moi. Et après le dîner, 21 heures, salle de fitness. Sois là. Malgré l'épuisement qui s'accroche à chaque fibre de mon être, je comprends ce que cet engagement implique. Ce n'est pas seulement un défi physique, c'est une épreuve mentale et émotionnelle, un test de résilience et de persévérance. Je parviens à acquiescer d'un signe de tête en réponse, un défi brûlant dans mes yeux. Malgré une fatigue accablante, il y a une partie de moi qui refuse d'être intimidée, une partie qui est stimulée par le défi qu'il représente. Alors que Jack se retourne et s'éloigne, me laissant rassembler mes forces, je réalise que je vais m'engager dans un cycle incessant d'entraînement, une lutte constante contre mes propres limites. Je me détache du mur, mes jambes tremblantes. La journée à venir se profile, une journée remplie d'entraînements supplémentaires, de défis supplémentaires. Mais une nouvelle détermination s'est formée en moi. Je peux être au début de ce chemin, mais je suis déterminée à le parcourir, à affronter chaque défi de front. La salle à manger bourdonne de vie autour de moi. Pourtant, tout ce sur quoi je peux me concentrer est de stabiliser mes mains tremblantes pendant que je maintiens mon plateau en équilibre. Clara attire mon regard et me fait signe de venir. Son sourire se transforme rapidement en un air préoccupé lorsqu'elle aperçoit mon apparence. « Eva, tu es rouge comme une betterave. Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquiert Clara, les yeux grands ouverts d'inquiétude, alors que je m'effondre sur la chaise en face d'elle. Je tente un sourire rassurant, mais il est faible. Je viens juste d'avoir ma première séance d'entraînement avec Jack, dis-je, essayant de paraître détachée. Quoi? Clara manque de s'étouffer avec son café. Avec Jack? Celui qui parle à peine et regarde tout le monde comme s'ils étaient des insectes agaçants? T'es complètement cinglé. Bon, ok, sa réaction est compréhensible. Je soupire. J'avais besoin de quelqu'un pour me transformer de... Ça, je fais un geste vague vers mon corps de crevette, en une machine de guerre. Et vite. Clara se penche vers moi, sa voix affolée, vibrante d'anxiété. Eva, c'est une idée stupide. Mais qu'est-ce que je dis? Tu es devenue complètement folle. Son visage est un tableau de détresse, les lignes de son inquiétude tracées comme des fissures dans une porcelaine fragile. Je peux sentir la peur qui l'étreint, la terreur d'une amie qui voit l'autre s'aventurer sur un chemin périlleux. Le poids de la fatigue est comme une chape de plomb sur mes épaules. Je hausse légèrement les épaules, un geste faible, presque vain, sous le fardeau de la lassitude et du poids émotionnel des événements récents. Je ne veux plus être la victime idéale, la mauviette de service. Ma voix est un mélange de détermination et d'autodérision. Je sens ma résolution, mais aussi le ridicule de ma situation. Je ne veux plus être la stagiaire la plus faible, et je sais que c'est ainsi qu'on me voit en ce moment. Je marque une pause, mes pensées tourbillonnant dans un effort pour trouver les mots justes. Il est le meilleur, Clara. On ne peut le nier, mais cette séance elle était plus intense que je ne l'avais anticipée. L'aveu de mes lèvres est une concession douloureuse, une reconnaissance de l'écart abyssal entre mes capacités actuelles et là où je dois être. Clara tend la main de l'autre côté de la table, offrant une chaleur réconfortante. Elle se penche en avant, sa voix imprégnée d'une préoccupation palpable. Je l'ai vue pendant l'entraînement au combat, Eva. Son style, il ressemble plus à celui des combats clandestins qu'à tout ce que nous faisons ici. Il est incalculable. Ces mots trouvent un écho en moi, reflétant mes propres pensées. Je sais, je dois prendre ce risque, reconnais-je, sentant pleinement le poids de cette décision. Elle se penche plus près, sa voix réduite à un murmure confidentiel. Tu as vu ses mains, les cicatrices fines sur ses poings? Ce sont les marques de quelqu'un qui se bat régulièrement et sans gants de protection. Lorsqu'elle dit cela, une réalisation me frappe. J'ai vu ces lignes, plus claires que sa peau ordinaire, marquant ses poings, mais je n'avais pas saisi leur signification. À l'entraînement, nos gants de protection, même fins, sont conçus pour éviter d'abîmer nos mains. Jack, en revanche, semble avoir combattu dans des arènes où de telles protections sont absentes. Et là, je me souviens des paroles de Lena qui parlait de combats clandestins. Elle avait donc raison. Un frisson me parcourt l'échine. Fais juste attention avec lui, d'accord? Il ne fonctionne pas vraiment comme nous autres.
ajoute-t-elle. Je hoche la tête, comprenant son inquiétude. Je sais, c'est risqué, mais je suis désespérée. J'ai besoin de son aide. L'expression de Clara s'adoucit, mais l'inquiétude ne quitte pas son regard. Rappelle-toi, il ne s'agit pas seulement d'être fort physiquement. Tu dois aussi prendre soin de toi. Alors que nous poursuivons notre petit déjeuner, Clara partage ses propres expériences et défis, offrant une perspective différente et une empathie bien nécessaire. C'est un soulagement de s'éloigner de la pression de l'entraînement, ne serait-ce que le temps d'un repas. Alors que nous sommes assis l'une en face de l'autre, le tumulte des autres stagiaires autour de nous s'estompe en arrière-plan. Clara, remarquant mon regard lointain, oriente doucement notre conversation vers ses propres expériences, offrant une distraction bienvenue de ma matinée tumultueuse. Tu sais, je m'entraîne pour ce genre de choses depuis mon enfance, commence Clara, ses yeux reflétant un mélange de nostalgie et de fierté. Mes parents, ils étaient tous les deux dans l'armée. Ils ont commencé à m'apprendre les exercices de base quand j'avais juste 8 ans. J'écoute, intriguée. Le contraste entre nos éducations ne pourrait pas être plus frappant. Vraiment, c'était comment, je demande en appuyant mon menton sur mes mains. L'histoire de Clara se déroule davantage alors qu'elle plonge dans des souvenirs plus précis de son entraînement. C'était plus que de simples exercices et routines d'entraînement, elle clarifie. Mes parents croyaient fermement en l'apprentissage pratique à travers des expériences de la vie réelle. Chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, nous courions ensemble. Sortis en famille, quoi? Ils me disaient souvent « Peut-être qu'un jour tu devras fuir quelqu'un ou quelque chose. Tu dois être rapide et sur une longue distance. » J'imagine une jeune Clara, gardant le rythme avec ses parents, sa détermination se forgeant à chaque pas. « Et l'entraînement au combat ?» je demande, curieuse de connaître l'ampleur de son exposition précoce à de telles compétences. « Ah oui, répond Clara, une d'intensité dans ses yeux. Ils m'ont appris les techniques de combat de base dès mon plus jeune âge. Il s'agissait avant tout de se défendre, de comprendre son adversaire et d'être stratégique dans ses mouvements. Ses mains bougent de manière animée tandis qu'elle parle, mais ce n'était pas seulement à propos de combattre, ajoute-t-elle rapidement. Mes parents croyaient en l'équilibre, nous avions notre part de divertissement aussi. Faire de la randonnée dans les Alpes était notre forme de camp d'entraînement familial. Ces voyages étaient difficiles, mais ils m'ont appris la résilience, comment naviguer des terrains difficiles à la fois physiquement et mentalement. L'admiration dans mes yeux doit être évidente alors que je l'écoute. L'éducation de Clara a été rigoureuse, mais elle était remplie de leçons précieuses et d'expériences familiales. Cela semble incroyable. Je dis sincèrement impressionnée. Ça a dû être une manière incroyable de grandir. Clara acquiesce d'un signe de tête, une touche de nostalgie sur son visage. C'était le cas. Ça m'a donné une base pour laquelle je suis reconnaissante, surtout maintenant. Et le meilleur, elle continue, son sourire revenant, c'était le sentiment de réussite que nous éprouvions en tant que famille. Conquérir une montagne ensemble, tu sais? Alors que notre conversation touche à sa fin, je me surprends à réfléchir sur les expériences de Clara. Son enfance, imprégnée d'aventures, semble l'avoir parfaitement préparée pour la vie au centre d'entraînement. C'est en net contraste avec mon propre parcours, mais c'est inspirant. Cela me rappelle qu'il existe de nombreuses façons de développer force et résilience. Alors que nous rassemblons nos plateaux pour partir, une pensée traverse mon esprit, inspirée par les récits de Clara sur les randonnées et les aventures en plein air. J'ai toujours été confinée au paysage urbain de Lugdunum, sans jamais m'aventurer au-delà de son environnement structuré et patrouillé. Clara, comment c'est là-bas, à la campagne et dans les montagnes, au-delà de la ville? Je demande, ma voix teintée d'un mélange de curiosité pour l'inconnu. Clara s'arrête, un regard lointain dans les yeux, comme si elle se transportait elle-même vers ces lieux. C'est un monde différent, Eva, commence-t-elle, sa voix portant une note d'émerveillement mêlée d'une pointe de gravité. Là-bas, c'est plus sauvage, moins contrôlé. Tu ressens un sentiment de liberté, mais aussi la dure réalité d'être responsable de ta propre sécurité. Son regard se déplace vers la fenêtre, surplombant l'étendue ordonnée de la ville. Tu sais,
La campagne n'a pas toujours été comme elle est maintenant, continue-t-elle, son ton devenant réfléchi. Les guerres ont laissé une grande partie en ruine. La contamination par les armes chimiques et les restes radioactifs a rendu de vastes zones inhabitables. Je me penche, absorbant ces paroles. C'est une histoire qui est souvent survolée dans nos manuels scolaires, mentionnée en passant mais jamais explorée en profondeur. Jetant un coup d'œil au reste sur mon plateau, des souvenirs d'articles sur la production alimentaire scintillent dans mon esprit. Et les fermes ? Je questionne. Oui, ce sont de vastes merveilles de haute technologie, des systèmes agricoles intérieurs entièrement automatisés. Ils sont cruciaux pour notre approvisionnement alimentaire, cultivant des plantes et faisant pousser de la viande à partir de cellules souches dans des environnements entièrement contrôlés. Chaque ferme est complètement encapsulée du monde extérieur pour empêcher toute contamination des produits par des produits chimiques nocifs. C'est un système impressionnant d'efficacité, conçu pour maximiser le rendement tout en minimisant le travail humain, explique Clara. Du ciel, on peut les voir facilement, leurs lumières artificielles toujours allumées, isolées mais constamment actives. Sa description dessine l'image d'un monde tellement différent du paysage urbain que nous connaissons. C'est impressionnant, mais ça manque de chaleur, ajoute Clara, une pointe de mélancolie dans sa voix. Tout est si précis, si dépourvu du chaos naturel qui accompagne l'agriculture traditionnelle des vieux livres. Il n'y a pas de terre, pas de soleil, juste des rangées de compartiments éclairés artificiellement et des machines. J'essaie d'imaginer ces fermes, si différentes des images bucoliques et pastorales que le mot « campagne » évoquait auparavant à partir de vieilles photos dans les livres. Eh bien, cela aide à apprécier ce que nous avons ici en ville, les gens, l'effervescence de la vie humaine et de l'interaction. Même si cela peut être difficile parfois, ajoute Clara, son sourire suggérant une compréhension partagée. Je ne peux m'empêcher de rire en réponse. Je me sens de plus en plus curieuse des expériences uniques de Clara. Tu as visité ces endroits, c'est incroyable. Je m'émerveille. Clara fait un signe de tête. Il y a quelques années, ma mère s'occupait d'une violation de sécurité dans l'une de ses fermes, commence-t-elle. Je l'ai accompagnée lors de ses vols à quelques reprises. Les zones entre la ville et les fermes sont trop contaminées pour les déplacements terrestres. En survolant, nous avons passé des étendues de terre portant encore les cicatrices de la guerre. Sa description évoque une image frappante dans mon esprit, une vue d'oiseau d'un monde où le passé et le présent se croisent. À quoi cela ressemblait-il de voir ces régions d'en haut ? Je demande, mon intérêt éveillé. C'est une sensation étrange, elle répond. Sous toi, il y a cette étendue désolée, un sol défiguré. Mais ensuite, à mesure que tu approches des fermes, tout change. Ces lieux surgissent comme des îles de vie au milieu du désert, d'immenses centres débordant de technologies de pointe. Et les montagnes ? Je demande. Les montagnes racontent une histoire différente, remarque Clara, sa voix devenant plus douce. Elles ont échappé à la destruction de la guerre. Le paysage passe des scènes façonnées par l'homme à une nature intacte. C'est comme voyager dans le temps vers une ère où la terre était inaltérée. Les montagnes, elles nous réduisent, vous font vous sentir minuscules. Il y a là une tranquillité, si différente de la ville. C'est beau, mais brut. Il faut être vigilant, prêt à tout. Les nuits sont dangereusement froides et les journées apportent un soleil brûlant. Et la faune, ours, loup, des créatures intouchées par notre histoire, elles sont toujours là. Ces mots m'entraînent dans un monde que je n'ai jamais connu, à la fois intimidant et fascinant. Cela semble incroyable, j'avoue, ressentant une étincelle aventurière s'allumer en moi. Clara sourit. C'est vrai, cela t'apprend le respect pour la nature, pour ses défis. Tu apprends à coexister, à t'adapter. C'est une leçon précieuse qui, je pense, m'aide même ici, pendant l'entraînement. Il y a aussi des ours et des loups ici. Elle glousse. L'histoire de Clara change de focus lorsqu'elle se remémore leurs escapades montagneuses. Les montagnes ne sont pas entièrement immaculées. Il y a des postes militaires, elle note, une lueur d'aventure passée pétillant dans ses yeux. Ces avant-postes sont établis pour la surveillance à longue portée, elle développe. Ils permettent de surveiller l'espace aérien et les frontières européennes. L'armée les utilise comme élément de sa stratégie de défense,
en gardant un œil depuis ses points d'observation élevés. J'écoute, fascinée par cet aperçu d'un monde si différent. « As-tu déjà visité un de ces postes ?» je demande, désireuse d'en entendre davantage. Clara acquiesce, une pointe de fierté dans sa voix. « Oui, à quelques reprises. Mes parents ont de nombreuses connexions dans l'armée. Nous avons eu l'occasion de passer la nuit dans l'un des postes. C'est une vie complètement différente là-haut, isolée, mais avec un sentiment d'immensité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. » Ça a dû être toute une expérience, je commente. C'était le cas, Clara est d'accord. Il y a une tranquillité, mais aussi un rappel solennel des responsabilités de ceux qui protègent nos frontières. Ces mots dessinent l'image d'un monde que je n'ai jamais connu, un monde qui existe juste au-delà des limites de la ville. C'est un rappel des expériences que je n'ai pas encore explorées. Alors que nous nous séparons, les histoires de Clara sur le monde extérieur restent gravées dans mon esprit. Elles ouvrent une fenêtre sur les possibilités et les aventures que je n'ai jamais envisagées. La prochaine partie de notre journée de formation nous amène dans une salle de classe où le lieutenant Vega est prêt à donner une conférence sur l'analyse stratégique. La salle est remplie de l'énergie concentrée de mes camarades stagiaires, tous prêts à absorber le savoir pour lequel Vega est renommé. Alors qu'elle commence sa présentation, son attitude est sévère, ses mots concis et percutants. Elle se plonge dans le sujet des limites de la ville, le secteur de Lugdunum qui s'est transformé en ce qu'on appelle maintenant les undergrounds. Dans notre ville, la richesse semble diminuer progressivement depuis le centre-ville opulent, dominé par ses gratte-ciel et le quartier festif de Souk, jusqu'à Midtown, plus modeste. Là, les résidences de classe moyenne côtoient l'université, l'académie et diverses zones commerciales animées. Ma chambre étudiante se trouve dans Midtown Est. Puis la pauvreté s'accentue, de la basse ville jusqu'aux périphéries où les citoyens les plus démunis et marginalisés vivent parmi les ruines de bâtiments délabrés et abandonnés. « Stagiaire », commence le lieutenant Vega, sa voix portant un avertissement sévère, la discussion d'aujourd'hui est cruciale. Il s'agit de la communauté en rang de notre société, les soi-disant hors-la-loi, exclus, marginaux, vivant dans les zones périphériques de la ville, les underground. Elle se promène lentement devant la salle, ses yeux nous balayant du regard. Vous pourriez entendre des histoires, des rumeurs à propos de ces gens. Certains peuvent les dépeindre comme étant incompris, simplement à la recherche d'une autre façon de vivre. Mais ne vous laissez pas tromper par de telles narrations. Il y a un poids dans ces mots, une gravité qui maintient la pièce dans le silence. Ces individus ont choisi de vivre en dehors de nos structures sociétales, en dehors de la loi. Ils rejettent le progrès et la stabilité que le consortium s'est efforcé de construire. Et ce faisant, ils posent une menace potentielle à cette même stabilité. Elle fait une pause, laissant ces mots faire effet. Certains d'entre vous pourraient les rencontrer, entendre leurs paroles séduisantes. Ils peuvent sembler amicaux, voire inoffensifs, mais soyez vigilants. Leur gentillesse est souvent un stratagème, une tactique pour vous attirer. Son ton se durcit. Ne sous-estimez pas les dangers qu'ils représentent. Beaucoup dans la clandestinité sont désespérés et le désespoir peut conduire à des actions extrêmes. Ils sont connus pour être violents, voire mettre la vie d'autres en danger dans certaines situations. Le lieutenant Vega arrête de faire les 100 pas et nous fait face directement. En tant que futur membre de l'assistance de la force de police, il est impératif que vous compreniez ceci. Votre sécurité et la sécurité de ceux que vous protégerez dépend de votre capacité à voir à travers de telles tromperies et à réagir de manière appropriée. Elle se dirige vers l'affichage holographique à l'avant de la classe. D'un geste, l'écran s'anime, montrant des images de la périphérie, un contraste frappant entre les bords délabrés de la ville et les terres sauvages au-delà. Ces zones, poursuit-elle, en indiquant les images, sont là où les réglementations de la ville s'estompent et où l'influence des exclus grandit. Ils vivent dans un monde parallèle au nôtre, caché mais entremêlé au nôtre. Ils utilisent des infrastructures abandonnées, des abris de fortune et ont leurs propres règles et leaders. Dans mon esprit, je retrace les chemins que j'ai empruntés, m'aventurant vers la basse ville. Le centre-ville, avec ses tours scintillantes et son architecture épurée,
cède progressivement la place à un monde différent. Ici, les bâtiments portent le passage du temps comme une seconde peau. Leurs peintures s'écaillent et les façades se fissurent, chaque défaut racontant une histoire silencieuse. Je me souviens des rues, moins entretenues que celles au cœur de la ville, murmurant les secrets des vies vécues dans l'ombre de la prospérité. Les caméras de surveillance toujours vigilantes, qui tiennent sentinelle dans le centre-ville, se font rares, leur regard imposant remplacé par une atmosphère de résilience silencieuse, ou peut-être une défiance subtile. En m'aventurant dans la basse ville, la frontière entre les nantis du centre, les démunis et les mystérieux exclus s'est estompée. Les gens ici se mouvaient selon un rythme différent, leur regard portant des profondeurs d'histoires non racontées, de chemins non explorés. Les visages que je croisais ne rentraient pas dans les catégories bien nettes de mon existence protégée. Je me souviens d'un groupe d'enfants, leur rire résonnant dans une ruelle étroite, libre et enjouée. Une question me taraude. Qu'y a-t-il vraiment au-delà de la basse ville? Est-ce réellement aussi dangereux que l'on nous le martèle? Après tout, je ne connais cet endroit qu'à travers les images filtrées des écrans d'information. Chaque incursion dans les rues de la basse ville était comme une danse sur le bord du précipice de deux mondes, chaque pas me tirant davantage de ce qui est connu et me rapprochant de l'énigmatique inconnu, les underground. Les sévères avertissements du lieutenant Vega concernant les dangers que représentent les marginaux résonnaient dans mon esprit, en dur contraste avec la curiosité qui tirait mon cœur. Laissé avec plus de questions que de réponses, je me demande quelle est la véritable nature des exclus. Quelles histoires portent-ils dans leur silence? Quelle vérité reste cachée dans leur existence clandestine? La voix du lieutenant Vega me ramène du labyrinthe de mes souvenirs. Elle se tient résolue, incarnant la discipline du consortium. Vos rencontres avec eux pourraient remettre en question vos croyances, vous faire douter de la structure même de notre société, dit-elle, son regard balayant la salle de classe, capturant chacun de nous dans son appel sincère. Mais souvenez-vous, continue le lieutenant Vega, son ton empreint d'une ferme résolution. Notre rôle est de maintenir l'ordre et la sécurité que le consortium a travaillé sans relâche à établir. La sympathie pour leur situation, bien qu'humaine, peut être un sentiment dangereux dans notre domaine de responsabilité. Le regard du lieutenant Vega s'attarde sur la classe, s'assurant que son message a été pleinement assimilé. Considérez les citoyens vivant à la périphérie de la ville, commence-t-elle, son ton changeant pour aborder une nouvelle facette de cette question complexe. Leur perspective est unique, façonnée par leur proximité avec les exclus, pourtant ils restent sous la juridiction du consortium. Cette dualité dans leur existence engendre souvent une variété de sentiments. Je me penche en avant, intriguée. C'était une réalité dont j'avais entrevu des aperçus, un monde où les lignes se brouillaient et les certitudes vacillaient. Certains de ces citoyens, poursuit Vega, peuvent sympathiser avec les marginaux. Ils sont témoins de leur lutte, comprennent leur détresse. Cette empathie peut être un terreau pour la dissidence. Ces mots résonnent dans la salle, une mise en garde claire contre les dangers de l'empathie se transformant en allégeance contre le consortium. D'autre part, ajoute-t-elle, il y a ceux qui craignent ou qui ressentent du ressentiment envers les exclus. Ils les voient comme une menace pour la stabilité et la sécurité que nous avons tant travaillé à établir. La voix de Vega est ferme, soulignant l'équilibre précaire aux marges de la ville. La salle de classe est silencieuse, chaque stagiaire plongé dans ses pensées. Je me retrouve à réfléchir sur la fine frontière entre l'empathie et le devoir. Comment navigue-t-on dans ce terrain complexe où la compréhension et l'allégeance se heurtent? Le lieutenant Vega continue. Dans vos fonctions, vous devrez faire preuve de discernement, conseille-t-elle, sa voix portant une note de solennité. Tous ceux qui vivent en périphérie de la ville ne sont pas forcément alliés avec les exclus. Beaucoup sont juste des citoyens ordinaires, essayant de tirer le meilleur de leurs circonstances. La pièce est immobile. Le poids de ces mots s'abat sur nous. Elle souligne la tâche délicate à laquelle nous serons confrontés pour distinguer entre ceux qui résident simplement en périphérie de la ville et ceux qui sympathisent activement avec les exclus. C'est une ligne fine, continue Vega,
et une que vous devez naviguer avec prudence et perspicacité. La sécurité des citoyens est notre responsabilité. Ils sont sous notre protection et il est de notre devoir de garantir leur bien-être tout en restant vigilants face aux menaces potentielles. J'absorbe ces mots, ressentant le poids de la responsabilité qu'elle décrit. Comment équilibrons-nous la suspicion avec l'empathie? Comment protégeons-nous sans aliéner ceux que nous sommes censés servir? Eh bien, continue le lieutenant Vega, ses yeux se fixant sur chacun de nous à son tour, les exclus ont choisi leur chemin, mais de nombreux citoyens à la périphérie de la ville ne l'ont pas fait. C'est notre rôle de protéger et de maintenir l'ordre, et cela inclut de comprendre les nuances de la vie dans ces zones. Votre jugement dans ces situations doit être astucieux et informé. Des voix fortes, laissez-moi être clair, lance-t-elle, sa voix résonnant d'une ferme résolution. Les exclus, pour la plupart, sont des rebelles et ont choisi de vivre en dehors de nos normes sociétales. Ils sont dangereux et opposés aux principes du consortium. La salle est emplie d'un silence pesant. Mais, souligne-t-elle une fois de plus, tout le monde vivant dans les périphéries ne tombe pas dans cette catégorie. Beaucoup sont des citoyens ordinaires avec des revenus plus faibles, résidant aux confins de notre ville, essayant simplement de vivre leur vie malgré les difficultés économiques. Ils sont sous notre protection. Ses yeux parcourent la pièce, s'assurant que son message est compris. Votre devoir consistera à faire des distinctions cruciales. Vous devez être capable d'identifier parmi les citoyens ceux qui sont sympathisants des exclus, des individus qui, sans être eux-mêmes des marginaux, peuvent toujours représenter un risque en raison de leurs allégeances. Ils peuvent être tout aussi dangereux que les rebelles eux-mêmes. Alors que le lieutenant Vega conclut son résumé, je ressens un sentiment de clarté mêlé d'appréhension. Les distinctions dont elle parle ne sont pas seulement opérationnelles. Ce sont des décisions morales et éthiques que nous devrons prendre. La ligne entre un rebelle, un sympathisant et un citoyen ordinaire pourrait être floue, et les conséquences de nos jugements graves. La sympathie, un sentiment dangereux? Je médite sur ces mots. La compassion peut-elle réellement être un handicap dans un monde qui se targue d'ordre et de contrôle? Mon regard se perd vers la fenêtre, où la ville s'étend en grilles et motifs ordonnés. Au-delà, dissimulé dans les contours brumeux, se trouve un monde que j'ai seulement aperçu à travers les écrans, sans jamais l'avoir réellement exploré. Alors que le cours se termine et que mes camarades commencent à quitter la salle, je reste assise, perdue dans mes pensées. Les sympathisants, avec leur double existence, sont devenus plus qu'un concept lointain pour moi. Ils sont un rappel des complexités et des nuances de gris qui se cachent sous la surface de notre monde structuré. Un rappel que même dans un monde d'ordre, il y a des histoires qui attendent d'être entendues, des voix qui aspirent à être reconnues. Mon fil de pensée se rompt lorsque je sens le poids lourd d'un regard fixe. En me retournant, mon regard croise celui de Jack à l'arrière de la pièce. Il est là, assis, son visage est une énigme, pourtant ses yeux brûlent d'une intensité difficile à ignorer. Dans cet instant, les murmures à propos de Jack reviennent en flot, des histoires de ses escapades supposées dans les combats illicites de l'underground. Je détourne mon regard, pourtant la question reste en suspens, inébranlable. Pourrait-il y avoir un soupçon de vérité dans ces rumeurs? Jack, avec son air distant et mystérieux, est-il impliqué dans le monde obscur que le lieutenant Vega dénonce avec tant de véhémence? Mais je repousse rapidement ces pensées. Les vérifications d'antécédents rigoureuses de l'Académie ne l'auraient jamais autorisé en tant que stagiaire s'il y avait une quelconque validité à ces affirmations. En fin d'après-midi, je me trouve dans la salle d'entraînement, un espace marqué par des bruits de grognements, de coups sourds et de cris occasionnels. C'est une session de groupe sur les techniques de défense, et le caporal Miles guide son comportement mélangeant la sévérité et la précision. « Concentrez-vous sur les fondamentaux », instruit Miles. « Observation, réaction et contrôle. C'est la clé d'une autodéfense efficace. » Je fais équipe avec Clara, reconnaissante pour sa présence. La séance porte sur l'apprentissage des bases, comment lire les mouvements d'un agresseur, comment bloquer et dévier les coups, et comment utiliser l'élan de l'adversaire contre lui. Pour quelqu'un comme moi, tout cela est nouveau et quelque peu accablant.
Clara est un pilier de patience, me guidant à travers chaque exercice. Peu à peu, je m'améliore, la maladresse initiale se dissipant dans une confiance croissante, bien que prudente. J'espère que les séances avec Jack viendront renforcer mes compétences, même si je ne peux m'empêcher de ressentir une légère appréhension à l'idée de m'entraîner de nouveau avec lui. Les conseils attentifs et la patience que Clara me montre actuellement sont réconfortants. Un contraste frappant avec la nature intense et imprévisible des méthodes d'entraînement de Jack. En parlant de lui, mon attention est momentanément détournée alors qu'une agitation éclate sur l'un des tapis. La séance d'entraînement de Jack a pris un tournant. Il maintient son partenaire d'entraînement dans une prise d'étranglement, l'intensité dans ses yeux est perturbante. La salle tombe silencieuse alors que le stagiaire se débat puis devient mou, inconscient. Le caporal Miles intervient rapidement, sa voix tranchante de désapprobation. « Calderon, relâche-le immédiatement. » Jack s'exécute, relâchant sa prise. Le corps de son adversaire s'effondre au sol, tombant en un tas inerte. La réaction de Jack est déconcertante de nonchalance. Il n'a pas fait le signe de l'abandon, dit-il froidement, comme si cela justifiait sa force excessive. Miles le réprimande, mais l'attitude de Jack reste inchangée, sans regret. C'est un aspect de lui qui est à la fois alarmant et déroutant. Son habileté est indéniable, mais la froideur de son approche l'est tout autant. Alors que la séance continue, Clara se penche vers moi, ses yeux toujours fixés là où Jack se tenait quelques instants auparavant. Elle secoue la tête, un mélange d'incrédulité et de préoccupation gravé sur son visage. « Cet individu est censé t'entraîner ?» demande Clara, sa voix teintée de scepticisme. Je fais un signe de tête hésitant, une boule d'inconfort se formant dans mon estomac. Oui, il est. J'essaie de trouver les mots pour expliquer mon choix. C'est un peu la méthode forte. Tu sais, parfois il faut des mesures radicales pour des situations extrêmes. Clara fronce davantage les sourcils. Eva, sois prudente. Il y a une différence entre s'entraîner intensément et se mettre inutilement en danger. Ce qu'il a fait aujourd'hui, elle hésite, cherchant ses mots. Ce n'est pas juste une question de force ou de technique, il y a une responsabilité qui va avec. Ces paroles résonnent en moi, faisant écho à mes propres inquiétudes. Les capacités de Jack sont indéniables, mais l'incident d'aujourd'hui a mis en lumière un aspect potentiellement dangereux de ses méthodes d'entraînement. Je sais, je réponds, ma voix teintée de doute. Je serai prudente, j'ai besoin de m'améliorer. Le stagiaire, inconscient quelques instants plus tôt, se réveille en toussant, massant sa gorge endolorie. Il lance un regard noir à Jack, puis, presque inaudible, marmonne un juron. L'événement me perturbe profondément, ébranlant les fondations de ma perception. Je me surprends à observer Jack en cachette, des regards furtifs lancés dans une quête désespérée de compréhension. Il émane de lui une tension presque palpable, une frontière qu'il semble prêt à franchir sans hésitation. Le reste de l'entraînement se déroule comme dans un rêve. J'assimile de nouvelles connaissances. Je m'empare de compétences inédites, mais l'image de l'emprise ferme de Jack, de sa justification froide et distante, continue de hanter mes pensées. À 17h, j'entre dans la salle informatique, un espace habituellement frémissant de l'activité des autres stagiaires, maintenant désert et silencieux. Un seul écran d'ordinateur allumé projette une lueur pâle dans la sombre. C'est ici, dans ce cadran isolé de l'académie, que je renoue avec mon essence scientifique, où les variables de contrôle et d'auto-identification s'alignent le plus harmonieusement. L'entrée de Jack, qui survient peu de temps après, baigne l'atmosphère d'une intensité retenue mais indéniable. Il s'installe à mes côtés, dans une proximité si réelle que je peux presque sentir la chaleur de son corps. Cette proximité, bien qu'alarmante, n'est pas tout à fait réprouvée. Prise dans cet espace partagé, je me retrouve submergée dans un océan de confusion, tourmentée par mon incapacité à garder le focus, exaspérée par cette distraction sans but apparent. Je me lance dans la séance, mon enthousiasme évident alors que j'explique rapidement. Les pare-feux sont comme des barrières protectrices, conçues pour bloquer l'accès non autorisé, mais ils ont tous leurs faiblesses, leurs petites portes à découvrir. Jack m'écoute attentivement, son regard intense se transformant en intérêt concentré. Cela dépasse la simple compréhension de base, je poursuis,
mes doigts volant sur le clavier pour afficher une topologie réseau. Les pare-feux fonctionnent avec des ACL, complexes mais pas parfaits. Notre objectif est de trouver les failles de sécurité. Je me tourne vers Jack, simplifiant les aspects techniques. Pense-y comme un défi cryptographique. Les pare-feux utilisent le filtrage de paquets et l'inspection d'état, examinant les données en fonction des protocoles et adresses IP. Notre champ de bataille se trouve dans ces paquets et ces connexions. Je lance un scanner réseau. Nous commençons par le balayage de ports, identifiant les ports ouverts et les services, une mission de reconnaissance. Des ports ouverts inhabituels ou des services non patchés peuvent indiquer des vulnérabilités. Ensuite, j'exécute un scanner de vulnérabilité. Des outils comme Vesta cherchent des faiblesses connues, logiciels obsolètes, correctifs manquants. Il s'agit de trouver la porte adéquate. Jack se penche en avant, la compréhension se formant. Lorsque nous repérons une exploitation potentielle, nous adaptons notre attaque, créant un payload pour contourner les règles du pare-feu, voire exploiter une élévation de privilèges pour un accès supérieur. Les mains de Jack dansent sur le clavier alors qu'il essaie mes techniques de piratage. De son côté, il est rapide à comprendre. Ses questions sont pertinentes, son assimilation des concepts s'accroît à chaque explication que je lui offre. La séance devient une sorte de danse, moi menant, lui suivant, mais à chaque pas, sa confiance augmente. Dans notre environnement d'entraînement physique, Jack est clairement le maître, mais dans le monde de la cybersécurité, la situation s'inverse. Ici, j'ai l'avantage grâce à mes connaissances. Pourtant, Jack apprend rapidement et je ressens une pointe de jalousie. Je ne maîtrise pas l'entraînement physique aussi rapidement qu'il comprend la théorie, et ma condition physique ne s'améliore pas au même rythme que sa compréhension des concepts informatiques. Je n'apprendrai jamais à me battre aussi vite qu'il apprend le codage. C'est frustrant. Ça m'énerve. Avec une envie sournoise d'équilibrer la balance, je l'oriente subtilement vers un pare-feu particulièrement retors, un territoire réservé aux geeks chevronnés, bien au-delà du niveau nécessaire à l'académie. Peut-être, me dis-je avec un sourire en coin, que le voir patauger comme je le fais sur le tatami me procurera une certaine satisfaction. Mais alors que Jack lutte contre le pare-feu que j'ai installé, la forteresse quantique, équipée d'un mécanisme sophistiqué de distribution de clés quantiques, sa curiosité initiale se transforme en frustration. Il est concentré, ses sourcils froncés dans l'effort, pourtant chaque tentative de franchir la forteresse numérique se termine par un échec. En le regardant, je commence à me sentir mal à l'aise. Sa frustration est palpable, bien loin de son calme habituel. Ses doigts tapotent rapidement et avec impatience sur le clavier, une rupture avec son autodiscipline caractéristique. L'atmosphère dans la pièce change, devenant tendue à mesure que l'agacement de Jack grandit. Un léger sentiment de peur s'insinue dans mes pensées, réaction à sa tension croissante. Ses yeux, durs et concentrés sur l'écran, trahissent l'irritation qui mijote juste sous la surface. Des images du stagiaire inconscient à ses pieds me reviennent, une vague de froid me submerge. Pourtant, je sens la sueur perler sur mon front, une goutte roule le long de ma tempe. Les doigts de Jack volent sur le clavier, une guerre silencieuse contre ma forteresse quantique. Chaque échec aiguise sa frustration. D'habitude, il est calme, posé. Pas maintenant. La pièce semble rétrécir, chargée de son irritation grandissante. Je regarde, tendu. L'air est lourd, chargé de menaces non dites. Ses yeux, durs et implacables, ne quittent pas l'écran. Mon plan, jadis ingénieux, me semble soudain une erreur. C'est une bombe à retardement et j'ai allumé la mèche. Je dois la désamorcer. Laisse-moi te montrer. Souviens-toi, les qubits peuvent se trouver dans plusieurs états à la fois à cause de la superposition. C'est crucial, dis-je rapidement, coupant à travers l'air épais de sa frustration. Je me penche juste au-dessus du clavier, le guidant à travers la complexité du code. L'attitude de Jack change lentement à mesure qu'il écoute. La pointe de frustration s'atténue graduellement, alors qu'un début de compréhension commence à prendre sa place. Il suit mes conseils, ses mouvements devenant plus délibérés, plus contrôlés. Alors que nous concluons la séance, le courant sous-jacent de peur qui avait subrepticement grimpé le long de mon échine commence à se dissiper. Ah, les joies de la relaxation. Note pour moi-même,
Évitez de provoquer l'ours, alias Jack, à moins de vouloir finir en une des rubriques tragédies technologiques. Mauvaise idée, je me dis mentalement, ajoutant un roulement d'yeux mental pour bonne mesure. Surtout quand Jack est dans les parages, qui est en gros l'incarnation même du « à manipuler avec soin ». Ou alors préparez-vous au feu d'artifice. Alors que la soirée s'installe et que les autres stagiaires se dispersent vers leur chambre ou la cour pour se détendre, je me retrouve à marcher en direction de la salle de sport pour une autre session avec Jack. La salle de sport est inhabituellement calme. En entrant, je la trouve vide, à l'exception de Jack. L'absence du vacarme habituel des poids et des machines laisse l'espace presque serein, si ce n'est pour l'intensité palpable que Jack apporte avec lui. Notre séance ce soir se concentre sur l'entraînement musculaire. C'est une série incessante de pompes et d'exercices pour les abdominaux. Je lutte pour suivre le rythme, mes muscles brûlants d'effort. Chaque fois que je m'effondre sur le tapis de gym épuisé, il faut que je mobilise chaque once de ma volonté pour me pousser à me relever. Jack glisse à travers les exercices, ses mouvements étant d'une grâce contrôlée, presque mécanique. Torse nu, il émane de lui une attraction irréfutable, chaque muscle se dessinant avec une précision artistique. Ces mouvements composent une danse séductrice de tension et de détente, une célébration de la force brute et de la discipline. Plus qu'une simple démonstration physique, c'est un envoûtement, un hymne à la beauté masculine qui me captive sans réserve. Mon regard, fasciné, suit chaque ondulation, chaque contour de son corps, écoutant une histoire silencieuse de dévouement et de force, attisant en moi une flamme de désir difficile à réfréner. Je me surprends à savourer cette distraction, cette aura magnétique qui émane de lui, car elle m'arrache à la conscience douloureuse de mes propres limites physiques. Sa présence devient mon refuge, un instant de répit, loin des frustrations de mon corps douloureux. Avec une attention toute professionnelle, Jack me guide pendant l'entraînement, ses mains fermes ajustant le positionnement de mes bras, de mon dos et de mes jambes. Ses doigts suivent des trajectoires précises, effleurant longuement mon corps dans un geste technique. Bien que son intention soit purement instructive, chaque contact est une distraction inattendue, une sensation involontairement enivrante qui rend l'exercice pour moi ironiquement agréable. Alors que nous passons à une série d'exercices abdominaux, je remarque une cicatrice sur son ventre, une vieille blessure infligée par une lame, un coup de couteau. C'est une image choquante, un rappel frappant de la vie qu'il a peut-être menée en dehors des murs de l'académie. Cette cicatrice évoque un passé de violence et de survie. Il y a une histoire là, cachée sous son extérieur discipliné, une histoire probablement aussi dure que la cicatrice elle-même. Alors que nous poursuivons notre entraînement épuisant dans la salle de sport silencieuse, un autre détail sur le corps de Jack attire mon regard, ajoutant encore une couche au mystère qui l'entoure. Sur le côté intérieur de son biceps, partiellement caché par le mouvement constant, se trouve un tatouage, une séquence de chiffres gravés dans sa peau. Les chiffres sont juste assez visibles pour que je puisse les discerner, mais leur signification reste obscure. Est-ce une date, un code ou quelque chose de plus personnel? L'encre sur sa peau est un marqueur silencieux, un morceau de son histoire gravé dans son être. Mais il n'y a pas de moment approprié, pas d'occasion pour une question aussi personnelle. En ce moment, je me concentre pour arracher chaque once d'air à mes poumons récalcitrants, sans rien gaspiller en bavardages inutiles. Je dois développer ma force, ou au moins survivre à la tentative sans qu'il soit trop évident que je remets intérieurement en question les choix qui m'ont conduit ici. Chaque muscle de mon corps hurle de protestation face à l'effort incessant, mais je serre les dents et je persiste. Je ne vais pas abandonner. Avec une détermination résolue, je continue, me disant que cela deviendra plus facile avec le temps. J'en suis certaine. Alors que notre séance d'entraînement touche à sa fin, la voix de Jack, jusqu'ici employée uniquement pour donner des ordres clairs pour le prochain exercice, prend un ton différent. « Tu comptes continuer avec cet entraînement demain ?» demande Jack, son regard fixé sur moi, une pointe de perplexité dans ses yeux. Je marque une pause un instant, ressentant chaque douleur dans mon corps. Pourtant, il y a une partie de moi qui se délecte de ce défi. Avec un sourire ironique, je réponds « Eh bien,
La partie sadique en moi y trouve en fait son plaisir. L'expression de Jack change subtilement, ses yeux s'assombrissant légèrement. « Sadique, hein » remarque-t-il. Un léger sourire traverse brièvement son visage. Il disparaît presque aussi rapidement qu'il est apparu, me laissant me demander si je l'ai vraiment vu. L'idée que ma douleur puisse l'amuser est perturbante. Y a-t-il une facette plus sombre chez Jack? Quelque chose sous cette apparence disciplinée qui prend plaisir à cela? Malgré ces pensées, je force un rire léger, essayant de ne pas laisser l'atmosphère devenir trop sérieuse. Ouais, qui aurait cru que j'en étais capable? Mais ne t'attends pas à ce que je te ménage pendant les sessions de piratage. D'accord, acquiesce Jack. Alors, demain à 6 heures du matin pour une autre course dans les bois. Je fais un signe de tête, un petit geste contrôlé qui cache le tumulte d'émotions bouillonnant sous mon calme apparent. C'est une façade soigneusement construite, qui masque le cocktail tourbillonnant de peur et de douleur qui me ronge de l'intérieur. Rien que l'idée de devoir endurer cela à nouveau demain me pétrifie. Mon corps réclame du repos, une pause face aux défis incessants auxquels il est soumis. J'ai besoin de temps pour récupérer, pour rassembler les fragments de ma force dispersés par les efforts d'aujourd'hui. Alors que la nuit s'intensifie et que les terrains de l'académie tombent dans un silence feutré, je me retrouve allongé dans mon lit, mon corps résonnant encore des exigences physiques de la journée. Mes pensées, cependant, ne sont pas consumées par mes muscles endoloris, mais plutôt par le tourbillon d'images et sensations toutes autres. Le souvenir de lui orchestrant mes mouvements dans la salle de sport hante mes pensées, d'une intensité que je refuse à admettre. Le contact de ses mains, fermes et exigeantes, guidant ma posture durant les exercices, me donne des frissons. Son image, torse nu, un tableau vivant de muscles définis et de peau tendue, chaque geste d'une précision chirurgicale reste gravé dans ma mémoire, une sculpture animée. Absurde, je me réprimande, luttant pour éteindre ces sensations troublantes qui menacent de voiler ma concentration. Mais ce n'est pas seulement l'aspect physique de Jack qui occupe mes pensées, ce sont les aperçus de l'obscurité que j'ai vus en lui. La façon froide et détachée avec laquelle il a géré notre entraînement, l'amusement éphémère à ma douleur, le tatouage énigmatique et la cicatrice, tous ces éléments dessinent le portrait d'un homme qui porte en lui une histoire de violence et de survie. En seulement une semaine, le temps a filé dans un tourbillon d'entraînement incessant et de nouveaux défis implacables. Il n'y a pas de place pour le repos dans mon régime. Jour après jour, suivant le programme rigoureux de Jack, je progresse petit à petit. Les footings matinaux, qui semblaient autrefois être des exploits impossibles, deviennent plus faciles. Mon corps, malgré les douleurs persistantes, évolue, devenant plus flexible, plus résilient. Mon véritable test de progression se déroule pendant l'entraînement de parcours, sous l'œil vigilant du caporal Miles. Le parcours, un mélange difficile d'endurance et d'agilité, me met au défi. Je sens l'impact de ces sessions intensives avec Jack. Mes mouvements sont plus rapides, plus sûrs, et je surmonte des obstacles qui étaient auparavant hors de portée. Le sergent Knox, souvent un observateur silencieux, conserve son habituel front stoïque, mais je capte une lueur d'approbation dans ses yeux lorsque je termine le parcours. C'est un petit triomphe, mais une étape significative dans mon voyage. Le caporal Miles, irradiant d'une approbation, tranche nettement avec la retenue de Knox. « Bien joué, Voss !» s'exclame-t-il, sa voix forte exprimant une admiration sans retenue. « Tes progrès sont remarquables. Poursuis sur cette voie. » Cette simple phrase d'encouragement augmente mon moral. Être reconnu pour le travail acharné et les progrès que j'ai réalisés est profondément satisfaisant. Jack, qui a observé de loin, ne donne aucun signe extérieur d'approbation, mais je sens un changement dans notre dynamique. Une admiration réticente a commencé à se former entre nous, non exprimée mais palpable. Ces méthodes d'entraînement, aussi non conventionnelles et exigeantes soient-elles, se sont révélées efficaces. Après avoir terminé le parcours, je prends un moment pour reprendre mon souffle, savourant mon triomphe. C'est alors que Jack s'approche de moi, son expression indéchiffrable comme toujours. « Tu progresses », affirme-t-il, ses yeux balayant le parcours d'obstacles que je viens de conquérir. Mais nous devons élever le niveau, technique de combat, à partir de ce soir. Sa franchise est déconcertante,
mais pas surprenante. Les épreuves commencent la semaine prochaine, continue-t-il. Son ton est sérieux. Tu progresses, mais à ce rythme-là, tu vas te faire massacrer. On doit passer à la vitesse supérieure si tu veux avoir une chance. Son évaluation brutale pique, mais je sais qu'il a raison. Malgré mes améliorations, je suis toujours à la traîne en termes de compétences de combat, un fait que Jack, dans sa manière caractéristique subtile, rend évident. Je hoche la tête, me préparant mentalement pour la prochaine phase de l'entraînement. Je comprends, je réponds, la détermination renforçant ma voix. Je suis prête. À quelle heure ce soir? Jack semble évaluer ma détermination un instant avant de répondre. Rendez-vous à la salle de combat à 21h. Prépare-toi pour une séance intensive. Alors qu'il s'éloigne, je me retrouve avec un soupçon d'appréhension. Les méthodes d'entraînement de Jack sont dures, mais elles sont efficaces. Alors, courage. Je ne m'entraîne pas seulement pour m'améliorer, je m'entraîne pour survivre aux défis à venir. Avec l'orientation de Jack, aussi difficile soit-elle, je me forge en une version de moi-même plus forte et plus compétente. Le chemin à venir est intimidant, mais je suis déterminée à le parcourir. À mesure que le jour cède sa place à la soirée, le fardeau de l'anticipation s'alourdit sur mes épaules. L'idée de l'entraînement au combat imminent avec Jack envoie un cocktail complexe d'appréhension et de détermination parcourir mes veines. Mes muscles, endoloris par le régime inlassable de course et d'entraînement en force, lancent un cri silencieux face à l'idée de plus d'efforts. Approchant la zone d'entraînement, je l'aperçois, déjà là, une sentinelle solitaire. Son aura est imposante, un défi muet émanant de chaque fibre de son être. La perspective de ce qui m'attend, un affrontement rapproché et impitoyable, envoie un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Pourtant, je m'interdis de montrer la moindre faiblesse. Je redresse mes épaules endolories, je lève le menton. Je ne laisserai pas mes appréhensions transparaître, ni à Jack, ni à quiconque. Chaque pas est calculé, une démonstration de force malgré la fatigue qui s'accroche à mes membres. Jack, les yeux sombres et impénétrables, m'observe avancer. Ses pensées restent un mystère. Est-ce le doute ou une évaluation silencieuse de ma détermination? En pénétrant dans l'arène du combat, je prends conscience que ce qui m'attend dépasse une simple session d'entraînement. C'est un duel de volonté, une épreuve pour mesurer l'étendue de ma résilience. Alors que je me tiens là, essayant de masquer mon appréhension, Jack commence à me donner des instructions. Sa voix est ferme, ses instructions sont claires et concises. La vitesse est ton avantage, dit-il, ses yeux évaluant ma posture. Tu dois frapper la première et frapper fort. Ne laisse pas ton adversaire avoir l'occasion de riposter. Il fait une démonstration, me montrant comment viser les zones vulnérables, les genoux, la gorge et l'entrejambe. Ce sont tes cibles. Il d'être efficace et précise, mais y toute ta force. J'écoute attentivement, absorbant ses instructions. L'idée de frapper ces zones sensibles est intimidante et un sentiment de réticence m'envahit. La pensée d'infliger de la douleur, même dans un scénario d'entraînement, est troublante. Jack semble percevoir mon hésitation. « Tu dois le faire », insiste-t-il. « Il ne s'agit pas seulement de technique, c'est aussi une question de mentalité. Tu dois être prête à faire ce qui est nécessaire. » Il se tient devant moi, se positionnant comme ma cible d'entraînement. « Essaie sur moi », dit-il, un défi dans le ton de sa voix. J'hésite, mes mains se serrent et se desserrent à mes côtés. L'idée de lancer un coup à Jack semble aussi judicieuse que de faire un bras de fer avec un grizzly. Je tente un coup de pied rapide visant son ventre. En un éclair, il attrape ma jambe, utilisant mon élan contre moi et me lançant sur le tapis avec un mouvement sans effort. Je frappe le sol durement, mon souffle s'échappant dans une expiration aiguë. Jack se tient au-dessus de moi, une esquisse de sourire sur le visage. « Tu ne m'as pas entendu ou tu ne connais pas l'anatomie d'un homme ?» Je parierais pour la seconde option, il me provoque, ses mots aiguisés. Sa remarque attise en moi un feu, un mélange d'embarras et de colère. Je me précipite sur mes pieds, mon regard verrouillé sur le sien. « Je t'ai très bien entendu », je réplique entre mes dents. Son expression reste inchangée, mais il y a une lueur dans ses yeux. Il me met au défi, il me teste. « Prouve-le alors et arrête de me faire perdre mon temps », me lance-t-il, sa posture invitant à une autre tentative. Cette fois-ci, mon approche est différente,
Sa provocation a aiguisé ma concentration. Je feinte un autre coup de pied haut, mais au dernier moment, je change ma trajectoire, visant un point plus vulnérable. Jack anticipe le mouvement avec aisance, le bloquant sans effort. Le soupçon d'un sourire appréciateur se dessine sur ses lèvres, reconnaissant ma tentative. Mieux, commente-t-il, mais toujours prévisible. Défié, je retrouve rapidement ma position, ne permettant pas au revers de me décourager. Dans un mouvement rapide, je lance un coup-poing visant sa gorge, un mouvement que j'espère le prendra par surprise. Mais les réflexes de Jack sont trop rapides. Il saisit mon bras en plein mouvement et d'un geste fluide, me tire par-dessus son côté. Je suis en apesanteur pour un bref instant, la sensation de légèreté m'envahissant juste avant que je ne m'écrase sur le tapis. L'impact force l'air à sortir de mes poumons dans un souffle aigu et douloureux. Allongé sur le tapis, je lutte pour reprendre mon souffle, le choc de la chute me désorientant momentanément. Il se tient au-dessus de moi. Son expression est un mélange de sévérité et d'une faible trace de respect. « Tu apprends, mais tu dois anticiper », il conseille, en tendant une main pour m'aider à me relever. « Prévois la contre-attaque, pas seulement le coup. » J'accepte sa main, me tirant sur mes pieds. Ces mots résonnent en moi, un rappel que le combat relève autant de la stratégie que de la capacité physique. Chaque mouvement, chaque décision fait partie d'un plus grand jeu d'échecs. Rassemblant ma détermination, je me prépare pour mon prochain mouvement. Jack se tient devant moi, l'image même de la sérénité prête à l'action, ses mains détendues le long de son corps. Il dégage un air de confiance, un défi non prononcé dans son attitude décontractée. Je me lance en avant avec un coup de poing, cherchant à profiter de ce qui semble être une ouverture. Mais c'est une feinte, un piège qu'il a tendu sans effort. En un instant, il riposte, saisissant mon bras et le tordant dans une prise de soumission au sol. Une vague de nausée me frappe, pas seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de la proximité avec lui. Ses cuisses me clouent au sol, ses jambes emprisonnant efficacement les miennes. La chaleur de nos corps se mélange, une distraction indésirable au milieu de la lutte. Mon corps réagit, non seulement avec l'effort du combat, mais également avec d'autres sensations plus troublantes. Mon esprit devient un brouillard de douleur, d'effort et de quelque chose d'autre, quelque chose sur lequel je ne peux pas me permettre de me concentrer maintenant. Je suis immobilisé, la réalité de mes limites physiques est éclatante. Le contrôle de Jack sur la situation est total, sa formation et son expérience éclipsant mes compétences encore en développement. La fermeté de son emprise me laisse à peine capable de bouger, chaque tentative de me libérer ne fait que renforcer sa prise. Au milieu de notre intense séance, coincé et luttant sous Jack, je ressens un mélange de frustration et d'impuissance. Remarquant ma lutte, il fait une pause momentanée et son ton passe de celui d'un adversaire à celui d'un instructeur. « Écoute, dit-il, sa voix ferme mais instructive. Ne lutte pas seulement contre la prise, c'est ce que ton adversaire attend. Tu dois penser tactiquement. » Il m'explique la technique pour me libérer de son emprise, me guidant à travers les mouvements. Déplace ton poids, utilise la force de ton adversaire contre lui. Il s'agit de levier, pas seulement de force brute. Tenant compte de ces conseils, je concentre de nouveau mes efforts. Cette fois, au lieu de simplement lutter contre sa prise, j'utilise l'élan de mon mouvement, combiné à un déplacement stratégique de mon poids, pour créer une ouverture. Avec cette nouvelle approche, je sens l'emprise de Jack se relâcher. Saisissant l'instant, je parviens à me tordre et à me retourner pour échapper à son emprise, me libérant efficacement. M'asseyant, je prends un moment pour reprendre mon souffle, un mélange de soulagement et de triomphe me traversant. Il acquiesce d'un signe de tête, une rare marque de reconnaissance de sa part. C'est ça, souviens-toi, au combat, c'est autant une question de prévoir ton adversaire que de force physique. Alors que je me lève, reprenant mon souffle, il y a un sentiment indéniable de fierté qui gonfle en moi, même sachant que Jack retient sa force, modérant sa puissance pour correspondre à mon niveau. Le fait d'avoir réussi à me libérer est une victoire personnelle. C'est un témoignage de mon habileté grandissante et de ma capacité d'adaptation, un signe que j'apprends, que j'évolue. Au milieu de ce sentiment d'accomplissement, une sensation d'agitation persiste.
Le contact rapproché lors de l'entraînement, la manière dont son corps a immobilisé le mien sur le tapis, a déclenché un tourbillon de sensations confuses en moi. Sa proximité, l'intensité de sa présence est accablante, trop proche, trop intense pour une simple scène d'entraînement. Je peux sentir la chaleur sur mes joues, un rouge qui pourrait venir de l'effort, de l'embarras, ou peut-être de quelque chose d'entièrement différent. Les frontières entre l'entraînement professionnel et l'espace personnel se sont estompées, me laissant décontenancée et incertaine. Me distançant de Jack, je tente de chasser ces émotions perturbantes. Je me focalise sur mes propres sensations corporelles, le rythme effréné de mon cœur, les inspirations profondes gonflant mes poumons, tout pour échapper à la confusion tournoyante de mes pensées. Heureusement, Jack signale la fin de la séance en exposant les plans pour la prochaine. Demain soir, nous travaillerons sur tes coups de pied. Tu as besoin de plus de puissance là-dedans, déclare-t-il, suggérant un long chemin à parcourir. Alors qu'il s'arrête à la porte, se retournant avec ce sourire en coin plein de sous-entendus, il lance une phrase qui me déstabilise. « Fais de beaux rêves, ma belle, et laisse ton imagination s'évader un peu, » dit-il en un clin d'œil malicieux. Lit-il dans mes pensées? Le sens caché de ces mots me frappe. Il fait allusion à l'effet qu'il a sur moi, la tension qui naît de notre proximité inévitable sur le tapis. Sa simplicité à reconnaître quelque chose d'aussi intime est surprenante. Ces mots me laissent étourdie, une vague de chaleur monte à mon visage. Il connaît l'impact qu'il a et c'est déconcertant, frustrant même. Et maintenant, il joue avec moi, et il est clair qu'il y prend plaisir. Alors que je suis allongée dans mon lit, les événements de la journée se rejouent dans mon esprit comme un film vivant et interminable. Mon corps souffre de l'entraînement rigoureux, chaque muscle protestant avec une douleur sourde et persistante. Mais ce n'est pas seulement l'épuisement physique qui pèse sur moi, mes pensées sont une mer tumultueuse, agitée par les expériences intenses de la journée. La pièce est silencieuse, le seul bruit étant ma propre respiration régulière. Le calme de la nuit devrait être apaisant, pourtant mon esprit refuse de se calmer. Au lieu de cela, il dérive, errant dans des territoires que je n'avais pas explorés auparavant, alimenté par l'adrénaline de l'entraînement du jour et les mots provocateurs de Jack en partant. Mon imagination s'envole, façonnant des fantasmes sauvages qui à la fois m'excitent et me perturbent. Les scènes de la session d'entraînement refont surface. La sensation du corps de Jack clouant le mien, l'intensité de notre combat, la proximité physique excitante. Je suis furieuse, pas seulement contre lui, mais aussi contre moi-même d'avoir été prise dans ce foutoir. De ressentir, dans cette rageante mixture d'émotions. C'est n'importe quoi, une distraction que je ne peux pas me permettre. Pourtant me voilà, emmêlée dans un écheveau de sentiments qui n'ont aucun sens, luttant contre la colère et une attirance inexplicable envers lui. Tout cela n'est que foutaise. J'essaie de repousser ces pensées, de me concentrer sur les aspects pratiques de l'entraînement, sur les compétences que je développe. Mais c'est un effort futile. Alors merde. Les frontières entre l'effort physique de l'entraînement au combat et les royaumes inexplorés du désir personnel deviennent flous. Alors je les laisse faire. Les vrilles du sommeil commencent à m'envelopper. Les frontières entre le monde réel et le royaume des rêves se brouillent en un flou indistinct. Dans cet état crépusculaire de conscience, les sensations de la journée, la fatigue de mon corps, le rush d'adrénaline, les contacts fugaces, se fondent dans une tapisserie de rêves vivides, presque tangibles. Ces rêves sont une tempête d'émotions et de sensations. La peur et l'exaltation sont inextricablement liées dans une danse passionnée de désir et de plaisir. Dans l'étreinte de ces rêves, nos corps, dénudés dans l'intensité de l'entraînement, se cherchent dans une quête brute et désespérée. Ils se meuvent ensemble, suivant un rythme qui s'intensifie, devient plus ardent, un enlacement de chair et de sensations qui me transporte jusqu'au sommet de l'extase.